Je n'ai jamais bien compris les phénomènes de secte. Des histoires de gourous charismatiques qui obtiennent la soumission intégrale de leurs adeptes. Jones, qui prédit l'holocauste nucléaire et l'instauration du fascisme aux États-Unis, semble jouir d'un sérieux ascendant sur les foules. Des histoires qui finissent souvent mal. Tous les adeptes de la communauté du Temple du Peuple avaient été rassemblés à l'intérieur du camp. Là, ils devaient boire de l'orangeade au cyanure que les médecins de Jones avaient préparé dans des baquets. Tout ça me paraissait très loin de moi, jusqu'à ce que je lise Le Prophète Rouge, enquête sur la révolution, le charisme et la domination. Julie Pagis est une sociologue du CNRS qui avait surtout travaillé sur les trajectoires de 68 arts ordinaires. Et dans son dernier livre, elle raconte l'histoire extraordinaire de Fernando, un ouvrier espagnol maoïste qui a exercé une autorité sans partage sur un petit groupe durant les années 70. Il s'agit donc d'un cas très précis qui se déroule dans un contexte non pas religieux ou spirituel mais militant. Mais cette enquête permet d'analyser plus largement les ressorts de ce qu'elle appelle la domination charismatique, un phénomène que l'on retrouve aussi bien dans les relations conjugales toxiques qu'à la tête de certains États. Le charisme tient-il aux qualités intrinsèques d'un leader ou repose-t-il avant tout sur les croyances de ses adeptes? Le charisme est-il un super pouvoir? Nous sommes en 1971, une dizaine de couples font la rencontre de Fernando, fraîchement rentré d'un séjour à Pékin. Ils ont tous environ 25 ans. Parmi eux, il y a entre autres Myriam, une étudiante en ethnologie, Michel, un thésard en sémiotique, Paul, un ingénieur agronome travaillant comme ouvrier soudeur, et Anita, une fille d'ouvrier espagnol antifranquiste. Fernando les invite à le rejoindre pour former une avant-garde maoïste au service du peuple. Comment arrivera-t-il à exercer sur ce groupe d'individus pourtant éclairés une autorité absolue pendant près de 10 ans? Julie Pagis a mené l'enquête en réalisant des entretiens avec les anciens membres qui acceptaient de témoigner et en fouillant dans les archives de l'organisation. Alors la première chose qu'il en ressort, c'est que Fernando avait indéniablement des qualités, et notamment une grande éloquence. Les anciens membres du groupe me disaient qu'il y avait quelque chose de magnétique, que quand il parlait, tous et toutes se rappellent de ça, qu'il pouvait rentrer dans un bar d'ouvriers espagnols et en 5-10 minutes, il était copain avec tout le monde et il connaissait la vie de chacun, et puis sortir et puis rentrer dans des joutes intellectuelles avec les normaliens de la rue d'Ulm. Donc il avait des compétences très claires, langagières et de rhétorique aussi, ce qui le rendait charismatique aussi, bien sûr, quand il le rencontre en 71. En fait, c'est son passé militant, en fait un capital militant, hein, le fait qu'il se présente comme un réfugié espagnol antifranquiste, il a 15 ans de plus qu'eux, avec tout l'imaginaire de la guerre d'Espagne, bien entendu, et aussi se cumule à ça le fait qu'il a passé 3 ans à Pékin au service de Mao, à la traduction des œuvres de Mao, et pas n'importe quand, de 65 à 68. Alors que quand je suis allée faire des archives, je vois que l'ensemble des experts étrangers sont expulsés en 66 de Chine. Fernando était donc charismatique dans le sens commun du terme, quand on dit qu'une personne a une certaine aura et qu'on parle d'une qualité purement positive. Mais il était aussi charismatique dans un sens plus étroit, qui lie le charisme à une forme de domination. Et c'est surtout cette définition-là qui intéresse Julie Pagis. Et pour explorer cette approche, elle s'appuie sur les travaux de Max Weber, qui est le premier à avoir introduit la notion de domination en sociologie. Derrière l'idée de domination, pour Max Weber, c'est l'idée, pour celui qui détient le pouvoir, de pouvoir faire aux autres ce qu'il veut qu'ils fassent, mais sans utiliser la contrainte physique. Il y a toujours l'idée, derrière la notion de domination, d'un consentement des dominés à ce pouvoir. Et donc, derrière l'idée de consentement, c'est l'idée de prêter une légitimité à ce pouvoir. Donc pour Max Weber, il y a 3 types d'autorité. L'autorité traditionnelle, légale, rationnelle et charismatique. À ces formes d'autorité sont liées le pouvoir de celui ou celle qui les détient. L'approche de Max Weber est originale. Plutôt que de chercher à savoir qui commande, qui a le pouvoir, il se demande sur quelle croyance repose la légitimité de ce pouvoir. J'en ai parlé avec Jean-Baptiste Decherf, auteur de l'essai « Le grand homme et son pouvoir ». Ce qui est central dans cette typologie weberienne des dominations, c'est la croyance. La domination traditionnelle, c'est celle où l'on croit que les traditions sont saintes, sont légitimes, correspondent à l'ordre du monde, et donc il faut continuer de s'y inscrire. La domination rationnelle légale, c'est celle où l'on croit
que les règles dans lesquelles fonctionne l'État, dans lesquelles s'exerce le pouvoir, sont des règles fondées, légales, tout ce qu'on veut, arrimées à des principes philosophiques solides. La domination charismatique, ce qui la singularise, c'est qu'on croit en la parole d'une personne, en sa spécificité. Ça peut être religieux, sur le mode de la révélation, Dieu lui parle, Dieu est en lui. Ça peut être sans, quand il cite le cas de certains chefs socialistes qui, par définition, ne se revendiquent pas de Dieu, mais pour dire cependant qu'il se passe quelque chose de charismatique autour d'eux. Et le mot charisme lui-même, d'ailleurs, il a aussi une connotation religieuse? Le mot charisme a une histoire religieuse, effectivement. Il signifie don de grâce. On le trouve dans les épîtres de saint Paul, où différentes possibilités de dons sont évoquées. Exemple, la glossolalie, le don de parler différentes langues. C'est un charisme. On voit que ça n'est pas tout à fait le sens que le mot a aujourd'hui, où on serait plus proche dans la langue de tous les jours, dont Weber lui-même se rapproche parfois, d'un don de séduction, d'un charme particulier. Ce n'est pas ça historiquement, mais c'est quelque chose qui vient du ciel. Dans son analyse de la domination charismatique, Max Weber cite comme exemple aussi bien des figures religieuses comme Jésus, que politiques comme Périclès ou encore guerrières comme Napoléon, qui proposent tous d'accomplir une mission subversive de rupture avec l'ordre établi. Dans tous les cas, ces leaders suscitent l'adhésion émotionnelle d'une communauté qui se soumet totalement par amour pour leurs qualités personnelles. Et donc le pouvoir charismatique, contrairement aux deux autres types de pouvoir, c'est un pouvoir qui repose sur aucun titre ni fonction, mais uniquement sur la personne détentrice de ce pouvoir et donc qui le détient et qui en montre l'exemple. Fernando, lui, se présentait comme étant un ouvrier qui venait quelque part de nulle part et tirait son pouvoir uniquement de sa propre personne. En fait, plutôt que de charisme, il faut parler de relation charismatique. Et que le charisme n'existe que dans la relation entre les suiveurs et le leader charismatique, puisque ce pouvoir charismatique, là aussi on peut revenir à Weber, ce qui est très important, c'est qu'il n'est pas lié à des qualités intrinsèques, individuelles du leader, mais en fait, il est lié à la croyance en ses qualités exceptionnelles de la part de toutes celles et ceux qui le suivent. Mais donc, c'est un pouvoir extrêmement fragile, c'est le plus fragile des pouvoirs, puisque cette croyance, elle n'est jamais définitivement acquise et que le leader charismatique, que Max Weber appelle aussi le prophète, d'où le titre de mon livre, doit constamment faire preuve de ses qualités exceptionnelles et donc faire des miracles, comme le disait Weber. C'est aussi parce qu'il doit sans cesse confirmer son charisme que le leader va souvent entrer dans une sorte d'engrenage et on va voir que ça conduit Fernando à une escalade dans la radicalisation. Mais restons un instant sur le moment de la rencontre, le moment où se noue la relation charismatique. Qu'est-ce qui fait que ça prend, justement, dans cette relation entre les deux? Vous avez une expression que j'aime beaucoup, c'est, vous dites que la plupart de ces couples étaient dans une impasse biographique. On est en 1971, c'est-à-dire qu'on est 3 ans après les événements de mai-juin 68. Donc, pour celles et ceux qui y ont participé, qui ont vécu les prémices d'une révolution et qui après s'engagent corps et âme dans les mois, années qui suivent pour faire advenir cette révolution, on est 3 ans après, ça commence à faire long, cette révolution qui n'arrive pas. Et donc, c'est un peu le moment des désillusions de certains, du reclassement des autres. Et c'est à ce moment-là que Fernando arrive, revenant de Chine. Et en effet, la plupart des membres du groupe sont dans des impasses biographiques. Ils ont par exemple eu des engagements militants dans différents groupes de gauche et d'extrême gauche, mais dans lesquels, quelque part, ils se sont épuisés sans que le monde ne change. Ils sont aussi dans des impasses biographiques sur le plan professionnel. Certains ont un peu fait perdurer leur statut d'étudiant pour rester un petit peu comme ça, ni bourgeois, ni rien, sauf qu'ils commencent à avoir 25, 26 ans, et en même temps, ils ne veulent pas revenir à un destin social de reproduction de leur milieu pour ceux qui sont issus de milieu bourgeois. Ils n'adhèrent pas à leur position, et Fernando, en fait, leur propose une offre politique radicale qui est de renverser l'ordre établi, mais de commencer tout de suite maintenant en appliquant les idéaux à leur quotidien et en rompant avec leur destin social. Le contexte est important, on est dans un contexte d'essoufflement de l'élan révolutionnaire. Est-ce que certains contextes sont plus propices que d'autres à l'émergence de ce type de figure charismatique ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, Max Weber le disait déjà, que les contextes de crise sont tout à fait propices à l'émergence de leaders charismatiques, puisque le principe des prophètes, des leaders charismatiques, c'est de proposer de renverser, de subvertir l'ordre établi. Je trouve ça frappant à quel point le vocabulaire religieux revient souvent pour décrire cette expérience qui est pourtant de nature politique. Il est question de prophètes, de croyances, de conversions, de miracles, de rituels aussi, puisqu'ils vont par exemple prêter serment sur un texte fondateur en 1973. Alors au début, ce petit groupe mène bien des activités classiques de militants maoïstes. Ils enquêtent dans des foyers de travailleurs immigrés qu'ils soutiennent lors de grèves de loyer. Ils aident aussi les paysans d'un village drômois. Ils s'établissent dans des usines où ils accompagnent là encore des mouvements de grève. Mais ensuite, la communauté bascule d'un engagement au service du peuple à une soumission totale à leur leader. Ils emménagent ensemble dans un ancien couvent, ils reversent leur salaire à Fernando, le groupe se referme de plus en plus sur lui-même. Les réunions internes et les séances quotidiennes de critique et surtout d'autocritique prennent une place grandissante. Alors, l'autocritique, c'est un des instruments les plus puissants du pouvoir exercé par Fernando. C'est un outil qui était très répandu dans les milieux communistes, et qui est un outil qui est tout à fait intéressant. S'autocritiquer dans ses pratiques, pour devenir meilleur, ça ne peut être que positif. Mais ils en viennent à se critiquer les uns les autres, à s'autocritiquer constamment sur leurs pratiques, mais à la fin même sur leurs pensées. Et donc, c'est une arme assez terrible, puisqu'on en vient à lister toutes les faiblesses, les points qu'on veut changer. Et en fait, c'est en s'appuyant sur ces autocritiques que Fernando va pouvoir manipuler, va pouvoir appuyer sur chacune et chacun de manière différente, sur les points, sur les failles. Alors on peut avoir une idée assez précise de ce à quoi ressemblaient ces séances, parce que les membres de la communauté étaient obligés de retranscrire tout ce qui était dit dans des cahiers de réunion que Julie Pagis a retrouvés. Ici, on peut lire par exemple une autocritique d'Anita. « J'ai conscience qu'il faut faire d'énormes efforts pour me transformer, mais je n'ai pas la volonté de les faire. Je suis restée dans l'orga parce que je suis mariée avec Paul. Cela pose des problèmes entre nous, mais par lâcheté, je ne les résous pas. » On est très proche de la confession. Alors, oui, ça me permet de dire que la culpabilité, c'est un des ressorts très importants sur lesquels Fernando va jouer, la culpabilité de classe, centralement, puisque il relie tous les comportements à l'aune des origines de classe. Et après, ça va devenir un des ressorts de cette domination charismatique. Au bout d'un moment, le degré de soumission est tel que Julie Pagis considère que l'on peut parler non plus de domination, mais carrément d'emprise. Finalement, j'ai proposé une définition en revenant à Max Weber. Donc pour Max Weber, la domination, c'est quand le leader arrive à faire à quelqu'un d'autre ce qu'il veut qu'il fasse. Je me suis dit, l'emprise, c'est peut-être quand le leader arrive à faire penser aux autres ce qu'il veut qu'ils pensent. C'est aussi les perceptions de soi, comme ils sont de plus en plus coupés de tout autre réseau, familiaux, amicaux, même jusqu'à son propre conjoint, à laquelle ou auquel on ne peut plus faire confiance à la fin. Ils n'ont que Fernando pour pouvoir voir dans son regard ce qu'ils valent. Concrètement, cette emprise se traduit par l'escalade des exigences de loyauté imposées par Fernando aux membres du groupe. Est-ce que vous pourriez aussi donner des exemples de ces exigences de plus en plus délirantes ? Oui, alors c'est effectivement progressif au début. Il faut qu'ils donnent leur temps militant pour l'engagement. Il faut qu'ils déménagent tous et toutes en banlieue ouvrière. Et finalement, en fait, ça ne suffit jamais puisqu'en fait, ils font des bilans de leurs différentes actions dans lesquelles il y a toujours une partie de critique. Et dans ces critiques, à chaque fois, ils en finissent par dire, finalement, si nos actions n'ont pas exactement les objectifs qu'on aimerait, c'est parce qu'on continue à être trop distant des ouvriers. Et donc, ils en viennent à devoir chasser en eux, dans leur manière, non plus seulement de vivre ou de travailler, mais dans toutes les manières d'être. Il faut qu'ils chassent toute trace petite bourgeoise. Et donc, c'est une conversion langagière, il faut qu'ils changent de langage. C'est une conversion des manières de s'habiller. Donc, les femmes vont supprimer tous les attributs de féminité qui peuvent être jugés frivoles, voire bourgeois. Myriam, par exemple, est sommée de faire son autocritique parce qu'elle a des nouvelles montures de lunettes qui sont jugées frivoles. Ils vont devoir un peu modifier leur alimentation. Quand ils se mettent à vivre tous ensemble, ils vivent dans des petites cellules d'un couvent de 9 mètres carrés dans lesquelles ils n'ont plus beaucoup d'habits. Il faut abandonner les lectures qui ne sont pas celles uniquement dédiées au travail politique. Le jazz, Michel doit remiser ses disques
de free jazz. Et c'est quand même très dur. Il doit les troquer pour les opéras maoïstes. La grasse matinée est jugée bourgeoise et aussi la vie familiale. Il faut qu'ils demandent l'autorisation au bout d'un moment s'ils veulent aller à des fêtes de famille. Donc c'est un contrôle des conduites individuelles jusqu'au contrôle aussi des naissances. Parce qu'au bout d'un moment, il faut demander à l'organisation l'autorisation de procréer. Sous l'emprise de Fernando, la vie du groupe est un enfer. Un homme devient complètement fou, plusieurs membres envisagent d'assassiner Paul qui est accusé à tort d'avoir fomenté un complot et qui a donc droit à un procès où il finit par admettre et peut-être à croire lui-même qu'il a eu des pensées coupables. Mais en 1975, Fernando part en Espagne où il passe de plus en plus de temps. Au début, il continue d'exercer son autorité à distance, mais son étau se dessert progressivement. Et ce sont d'abord les femmes de l'organisation qui vont cesser d'adhérer à sa légitimité. Les femmes semblent avoir eu moins de difficultés à se déprendre et à revenir à des formes de vie normales, c'est pas le bon mot, mais en tout cas à se déprendre de cette emprise. Et là, je vois deux explications possibles liées à leur socialisation de genre. C'est que finalement, pendant toutes ces années de l'histoire du groupe, même si effectivement Fernando les avait coupées de toutes leurs relations et leur demandait une allégeance totale, elles ont quand même continué davantage que les hommes à se préoccuper des enfants et de leur famille et belle famille. Et du coup, quelque part, ça les a protégés d'une remise de soi absolue et entière au chef. Et la deuxième explication, elle repose aussi sur la socialisation de genre, c'est que les hommes du groupe ont davantage été socialisés à une forme d'ambition, de quête de pouvoir. Et du coup, ils jouent davantage le jeu des joutes intellectuelles, des outils de la critique, de l'autocritique dans lesquels Fernando leur demande d'entrer. Dans les carnets de réunion, je vois que les femmes, elles rentrent moins dans ce jeu de la critique et de l'autocritique. Et d'ailleurs, elles peuvent être critiquées de ne pas assez autocritiquer. Christine, à un moment, doit faire son autocritique de ne pas assez critiquer les autres. Et donc voilà, cela pour dire que les femmes mettent davantage en œuvre des tactiques de contournement, de résistance passive à ce pouvoir charismatique. Finalement, en 1982, Fernando, qui ne venait presque plus en France, déclare leur rendre leur liberté. Tout le monde finit par quitter le couvent et Fernando se volatilise complètement. Vers la fin du livre, vous posez la question de l'imposture. Vous continuez de mener l'enquête pour essayer de comprendre un peu mieux qui était Fernando. En fait, il y a pas mal de zones d'ombre sur son passé. Est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il avait dit qu'il avait fait en Chine? Est-ce que c'était un imposteur? Et est-ce que tous les chefs charismatiques, en fin de compte, sont en partie des imposteurs? Alors, vous me posez là une question qui m'a fascinée et qui m'a occupée longtemps. Je suis allée dans les archives, essayer de comprendre, de démystifier quelque part le prophète, comprendre qui était cet homme-là. Et peu à peu, en enquêtant, alors il avait bien été réfugié antifranquiste, j'ai retrouvé son dossier à l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Mais par contre, à chaque fois que je trouvais des éléments dans les archives sur lui, à chaque fois, finalement, ça posait plus de questions qu'autre chose. Et notamment, j'en suis venue à démontrer qu'il avait largement inventé son passé antifranquiste. Donc oui, c'était un imposteur, ce qui m'a permis de faire une proposition sociologique liant le charisme à l'imposture. Puisque pendant ces années d'enquête, je pense que j'ai moi-même été prise quelque part un peu en charismée et prise un peu par l'écueil de chercher dans son passé ce qui expliquerait la clé du charisme, comme si effectivement il y avait quelque chose d'extraordinaire en lui. Jusqu'à ce que je comprenne que non, et que ce qui avait peut-être le ressort de son pouvoir, c'était non pas d'être extraordinaire, mais de réussir à se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, les ressorts de l'imposture. J'utilise aussi le terme de passing, un concept en sciences sociales qui est l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre, qui vient au départ des États-Unis et des Noirs qui se faisaient passer pour blancs, mais qui a été utilisé après dans les études de genre d'hommes qui se font passer pour des femmes ou réciproquement. Et donc cet homme-là était quelqu'un qui excellait dans l'art de dissimuler, de reconstruire sa vie, son passé. Et il me semble que cette capacité à se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire sous-tend le pouvoir charismatique. L'enquête de Julie Pagis porte bien sûr sur un cas très particulier, mais on trouve des leaders charismatiques dans toutes sortes de situations, notamment dans des collectifs militants, mais pas seulement.
Le mécanisme que j'ai réussi à aborder de manière très fine au ras des sources quotidiennes de cette emprise, l'exercice de cette domination charismatique, il y a quelque chose de très universel, puisque même si là c'était sur l'idéologie maoïste, mais en fait Fernando s'appuie et attise des passions tristes que l'on connaît tous, le ressentiment, la jalousie, le sentiment d'illégitimité, le manque de reconnaissance, pour les utiliser dans l'exercice de cette domination. Et c'est pourquoi ça parle à des personnes qui vivent des relations conjugales toxiques, ça touche à des choses très universelles. La domination charismatique peut donc être exercée à des degrés divers dans notre quotidien, dans la famille, par des conjoints, des pères, des grands frères, ou dans le cadre du travail, par des collègues, des supérieurs. Mais on pourrait aussi se demander, à une échelle plus vaste, si certaines personnalités politiques, spirituelles ou médiatiques ne représentent pas aussi des figures de prophètes charismatiques. On est là pour vous, hein. Professeur est champion. Ouais, vous êtes une bombe, continuez. Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! On disait que le contexte du début des années 70 était propice à l'apparition de figures comme celle de Fernando. Vous disiez que les crises politiques sont des moments où ça peut arriver. On est clairement dans un moment de crise politique. On peut penser évidemment à Trump, à Bolsonaro, à certaines personnes en France, avec des points communs, des parallèles qui peuvent être faits, un contexte de crise, propice à l'émergence de figures qui vont remettre en cause l'ordre établi. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption. Et ce que je vois dans le parallèle qui peut être fait entre des prophètes rouges et des prophètes bruns, c'est quand même l'anti-intellectualisme qui est très présent. En fait, ce que je montre aussi, c'est comment Fernando avait une haine de la bourgeoisie et des intellectuels qu'il rabaissait constamment. Et donc, je pense que dans certains de ces prophètes de malheur, il y a cette haine de certaines élites qui peut rencontrer des attentes larges liées à des frustrations, des déceptions vis-à-vis des responsables politiques antérieurs. Ce que j'espère, en fait, aussi sur l'utilité publique et politique d'un tel livre, c'est de nous donner à toutes et tous des armes, des antennes pour pouvoir repérer ces potentiels prophètes rouges et d'autres couleurs et se prémunir d'y perdre de l'énergie, du temps, se protéger de la violence qui peut découler d'abus du charisme. Le leader charismatique n'est pas celui qui occupe une position élevée dans une hiérarchie existante, mais celui qui a l'air de sortir de nulle part et qui puise donc sa légitimité uniquement dans sa propre personne. Il n'est pas forcément un imposteur qui aurait menti sur son identité ou qui aurait manipulé des victimes psychologiquement fragiles, mais Julie Pagis rappelle que sa domination repose autant sur ses qualités personnelles que sur la croyance de ses adeptes disposés à se faire encharismer. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!